Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur l'agro-industrie, avec un dossier consacré à la filière de l'ananas au Bénin. Au programme également de cette émission, un dialogue inter-burundais a démarré ce mardi, alors que la situation continue de se détériorer dans le pays, des négociations boycottées par l'opposition. Et au Sénégal, le projet de révision constitutionnelle vivement débattu, notamment l'article relatif à la durée du mandat présidentiel. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Lionel Bocco, vous êtes professeur, bienvenue. Bonsoir madame. Et avec nous également nos éditorialistes, Malik Achar, bienvenue. Merci Fanny et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'actualité du jour. Au Burundi, la situation continue de se détériorer. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé le président Pierre Nkurunziza à ouvrir un dialogue politique. Mais les discussions qui ont démarré ce mardi sont boycottées par l'opposition qui dénonce une mascarade. Diran Ndiaye. Au Burundi, la situation politique et sécuritaire n'a cessé de se détériorer depuis avril 2015. Le bras de fer politique opposant le président Pierre Nkurunziza à ses détracteurs qui rejettent sa réélection continue d'alimenter les inquiétudes de la communauté internationale. La médiation entreprise par le président ougandais Yoweri Museveni n'a pas été conclusive face au risque de dérive génocidaire. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Une mission de médiation de l'ONU est attendue du 20 au 22 janvier sur le territoire burundais. Elle sera chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme et d'encourager le dialogue politique. On peut encore rattraper la situation, on peut rattraper le pays voisin dans le cadre des grands lacs, peuvent toujours discuter avec les uns et les autres. Une crise comme celle-là ne peut se résorber que par la médiation, à moins que les extrêmes ne poussent à une guerre civile, qui n'est pas la chose à souhaiter. Donc la communauté internationale va quand même essayer de peser de tout son poids pour amener les deux parties à la table de négociation. La diplomatie internationale peine à donner des résultats. Les craintes d'un embrasement régional ne sont pas écartées. Le président burundais Pierre Nkurunziza refuse pour l'heure toute médiation de maintien de la paix, même venant de l'Union africaine. À terme, si la situation dérape, l'ONU pourrait être amenée à déployer des casques bleus. La communauté internationale pourrait par ailleurs appliquer diverses sanctions. Je crois qu'il faut faire une espèce de mélange de sanctions politiques, économiques et des pressions militaires peut-être, sans aller jusqu'à intervenir sans l'autorisation du gouvernement. Le gouvernement finira par céder. Parce que de toute façon, il n'a pas le choix. On finit toujours par négocier. L'ONU a dénoncé vendredi 15 janvier l'existence de massacres ethniques, de charniers, avec une centaine de cadavres et de viols collectifs commis par les forces de sécurité au Burundi. Selon les Nations Unies, au moins 439 personnes auraient trouvé la mort entre le 26 avril 2015 et le 14 janvier 2016. Malik, le pouvoir a ouvert des négociations boycottées par l'opposition, une opposition qui veut au préalable le départ du président Pierre Nkurunziza. Est-ce qu'on est dans une impasse? Est-ce qu'il y a encore possibilité de dialogue? Difficile d'avoir une possibilité de dialogue dans cette atmosphère tendue. Et le premier responsable de cette atmosphère difficile, ce contexte sécuritaire tendu, c'est le pouvoir, il faut le dire, puisqu'il y a actuellement une répression au sein du pays. Et il est logique que l'opposition boycotte ce dialogue-là, parce que sur quoi on va négocier? Sur plus de démocratie. On a vu ce que ça a donné quand il y a eu les manifestations. Il y a eu une répression de l'armée et des forces de sécurité du pays. Donc il y a eu pourtant des initiatives internationales, il y a eu beaucoup de pressions qui ont été faites sur le gouvernement de Pierre Nkurunziza et lui-même. Et ça n'a pas apporté les résultats escomptés. Donc il est compréhensible d'avoir une opposition qui ne croit pas au dialogue. On critique souvent les oppositions, leur position de boycott, mais là, on ne peut que respecter cette position. La situation se dégrade de plus en plus. J'espère que l'Union africaine va intervenir davantage. Elle essaye d'intervenir, mais va un peu bousculer le processus qui est actuellement en cours au Burundi. Alors justement, Jean-Marie, est-ce que le Burundi qui a refusé le déploiement d'une mission de l'Union africaine, qu'est-ce que l'UA peut désormais faire au Burundi?
Il y a très peu de solutions pour pousser le président Nkurunziza à pouvoir dialoguer tout simplement. Pourquoi? Bon, de mon point de vue, la seule solution, si vous voulez, à trouver, parce que la situation est quand même assez dramatique, ce qui se passe au Burundi. On a encore, moi, personnellement, j'ai encore en tête les images que j'ai vécues, si vous voulez entrer dans les deux pays, de ce qui s'est déroulé. Et la situation est relativement explosive parce que il suffit, comment dirais-je, d'une petite chose pour faire, comment dirais-je, déclencher encore ce que nous avons vécu, c'est-à-dire où vous avez les deux communautés qui sont en train de s'écharper, il y a eu énormément de victimes. Je pense que l'Union africaine ce sont que des possibilités diplomatiques. Bon, si on veut aller plus loin, bon, on pourrait penser à un embargo économique, mais le problème c'est que l'embargo, ça touchera qui? Ça touchera la population en premier. Donc, je pense qu'il est nécessaire que la majorité des États africains fassent pression sur Nkurunziza pour qu'il puisse, parce qu'à la base, nous nous retrouvons dans cette situation tout simplement. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier qu'il a forcé, si vous voulez, son élection. Elle a été forcée d'une certaine façon. C'est-à-dire que si on regarde tout le processus, toute la procédure qui a été mise en place pour cette élection-là, elle a été forcée. Parce que vous avez quand même, il y a des acteurs africains relativement importants qui ont assisté à ce dont je parlais tout à l'heure et qui ont pris des mesures du vivant de Mandela. Mandela s'est assis, il a essayé de dire à ses frères africains, écoutez, nous sommes des gens responsables, nous nous disons responsables vis-à-vis des autres, il est temps maintenant que nous puissions prendre nos responsabilités et nous respecter nous-mêmes en termes de liberté. Mais malheureusement, bon, j'ai l'impression que c'est un pas ça, et serait très difficile d'en sortir de manière régulière. D'autant plus que tout le temps, vous avez maintenant des victimes qui s'amoncellent dans le pays. Alors Malik, si les sanctions ne peuvent pas donner les effets escomptés sur le Burundi, est-ce que l'intervention des Nations Unies est devenue nécessaire? Oui. Je le pense vraiment. Je pense que l'ONU doit se saisir davantage de ce dossier et il faut envisager des sanctions de la part de l'ONU parce que vous avez un État qui est autiste actuellement et qui, malgré les sommets régionaux, n'a pas écouté, je dirais, des autorités, je dirais, beaucoup plus anciennes. On a eu l'interventionnisme de certains présidents qui sont là depuis fort longtemps au pouvoir, même si on peut critiquer leur pouvoir, leur régime. Mais au moins, il y a eu des conseils, il y a eu des médiations. Il y a eu cet État qui est resté autiste. Et comme le disait Jean-Marie, il est, je dirais, c'est lui qui a provoqué cela. C'est lui qui a provoqué ce désordre. Donc maintenant, c'est une cause internationale. Ce n'est plus une cause africaine, c'est une cause internationale. Et c'est pour ça qu'une instance comme l'ONU, qui a des moyens de pression beaucoup plus importants, parce que vous avez aussi des forces, je dirais, des forces diplomatiques qui sont beaucoup plus importantes, comme les États-Unis, la Russie, enfin des puissances de ce renom-là, qui peuvent faire pression davantage sur Bujumbura. Merci. Dans l'actualité également au Sénégal, le projet de révision constitutionnelle vient d'être dévoilé. Un texte qui prévoit notamment de modifier l'article 27 de la loi fondamentale pour restaurer le quinquennat et limiter à 2 le nombre de mandats présidentiels. Théocrates Podo. Rendu public lundi 18 janvier 2016, le texte de la réforme constitutionnelle au Sénégal suscite de nombreuses réactions. Proposé par le président Macky Sall et transmis au Conseil constitutionnel qui dispose d'un délai d'1 mois pour rendre son avis, le texte est composé d'une vingtaine d'articles. Il devrait être soumis à la consultation nationale en mai 2016 selon les autorités sénégalaises. Mais parmi toutes ces dispositions, c'est l'article 27 relatif au mandat présidentiel qui fait le plus débat. Ce dernier déterminera si la prochaine élection présidentielle au Sénégal se tiendra en 2017 ou en 2019. À partir de maintenant, si ce référendum passe, si la nouvelle constitution est votée, on ne pourra plus au Sénégal changer ni le nombre de mandats, ni la durée du mandat. On avait reproché à cette constitution-là d'être une véritable gruyère. Autre point aussi très important, le Sénégal sera un pays laïque, ça va être inscrit dans le marbre et personne ne pourra l'enlever. Quand on voit ce qui se passe au Burkina Faso, avec ce djihadisme qui attaque un petit peu à nos frontières, est-ce que ce pays est protégé contre un fondamentalisme religieux? En tout cas, la laïcité est inscrite au niveau de la Constitution et elle ne pourra pas être enlevée. En mars 2015,
Le président Macky Sall avait annoncé sa volonté de réduire de 7 à 5 ans la durée du mandat présidentiel. Si le projet de loi est approuvé par les électeurs sénégalais, cette disposition s'appliquera au mandat en cours. L'article 27 stipule que nul ne pourra exercer plus de 2 mandats consécutifs au sommet de l'État et le dit article ne peut faire l'objet d'une autre révision. Une proposition de modification constitutionnelle qui ne semble pas faire l'unanimité dans le pays. Concernant la réduction de son mandat, c'était un engagement, à mon humble avis, c'est peut-être un problème de compréhension ou bien plutôt un problème de démarche au niveau du chef de l'État qui crée un peu la polémique sur ce sujet. D'aucuns pensent qu'en le soumettant, forcément, ça sera rejeté par le Conseil constitutionnel. Attendons que le Conseil constitutionnel donne son avis et qu'on puisse commenter. La polémique est plus alimentée au sein de notre parti, donc c'est pas l'opposition qui l'alimente. Ce sont nos propres camarades de parti qui sont en train d'alimenter le débat. C'était une promesse faite en février 2012. Le président Macky Sall tente de tenir ses engagements. Il estime que ce projet de loi fondamentale permettra de renforcer les acquis démocratiques du pays. Le sujet divise toujours la classe politique sénégalaise, mais en attendant, les regards sont tournés vers le Conseil constitutionnel. Jean-Marie, comprenez-vous que l'article sur la réduction de la durée du mandat présidentiel fasse autant débat? Je ne comprends pas tout simplement pourquoi, Amira, parce que sur ce plateau, Fanny, autant pour moi. Fanny, nous avons toujours prôné sur ce plateau le fait que il est nécessaire de pouvoir raccourcir les mandats de nos présidents en Afrique parce que quand vous avez un président qui est là pendant 20, 30 ans, 40 ans, vous n'avez même plus la visibilité parce que vous êtes coupé de la réalité de votre pays. Donc, ce que le président Macky Sall tente de faire au Sénégal, nous devons le saluer, comment dirais-je, avec la plus forte énergie possible et même de la gaieté, savoir qu'il y a un président qui se dit je veux raccourcir le mandat présidentiel dans mon pays, je me l'applique à moi-même, puisqu'il a son mandat, à l'heure actuelle, joue sur la durée de 7 ans. Et qu'il veuille le raccourcir, ça voudrait dire éventuellement qu'il voudrait laisser quelqu'un d'autre en place pour venir continuer éventuellement la politique qu'il a commencée. Donc de mon point de vue, je ne comprends pas très bien la politique, qui est mise en place par l'opposition, dans la mesure où on leur donne la possibilité de pouvoir accéder au mandat présidentiel de manière relativement claire. Et là-dessus, qu'on nous dise maintenant, j'ai entendu parler d'aucuns dire que ça coince un peu sur l'âge, si vous voulez, qui va limiter l'âge des futurs candidats. 75 ans, ça me paraît quand même relativement fort pour pouvoir aller au-delà. Je pense que 75 ans, c'est déjà largement suffisant pour qu'un président puisse accéder à ce pouvoir-là. Parce que chez nous, en Afrique, il faut que nous pensions à une chose. C'est-à-dire que nos pays vont se développer. Ces pays-là, si vous voulez, vont se développer sur des nouveaux paradigmes. Des paradigmes qui sont complètement nouveaux, que ce soit des paradigmes sociaux, que ce soit des paradigmes économiques. L'économie, on nous parle de l'Afrique, l'économie est en train de se transformer de manière rapide dans le monde entier. Vous avez maintenant, si vous voulez, comment dirais-je, la typologie des entreprises qui fonctionnaient, si vous voulez, dans l'ancien système industriel ici, là, en France, c'est pas en Europe et dans le monde, c'est pas la même chose qui fonctionnera chez nous en Afrique. Donc, moi, de mon point de vue, il est nécessaire que les jeunes soient là pour pouvoir, parce qu'ils ont l'habitude de cette dynamique internationale-là qui joue. Donc, ce qui se passe au Sénégal, je comprends pas pourquoi est-ce que l'opposition, si c'est une question d'âge, je suivrai peut-être le président Macky Sall là-dessus. Malik, on parle souvent dans cette émission de ces chefs d'État qui souhaitent par tous les moyens se représenter malgré la Constitution. Est-ce que quelque part le président Macky Sall ne montre pas l'exemple? C'est un effort d'exemplarité, je pense, qu'essaie d'instituer Macky Sall. Vous savez, moi je ne suis pas un partisan ni contre, ni pour, je dirais, la limitation des mandats. Ce qui compte, c'est surtout la transparence des élections. C'est ça qui est important en Afrique. Mais effectivement, quand on voit les dérives en Afrique, on se dit finalement, il vaut mieux faire une limitation des mandats pour éviter justement ce souci-là qu'on rencontre dans beaucoup de pays. Effectivement, Jean-Marie a raison, il faut laisser cette génération arriver au pouvoir. Moi, ce qui m'étonne, c'est que au lendemain des indépendances des pays africains, il y avait beaucoup de jeunes qui ont pris les destinées du pays. Et finalement, on ne les voit plus, ces jeunes.
On les a vus au lendemain des indépendances. Il y a eu de grands leaders qui ont été très jeunes, qui ont pris les destinées des pays africains très jeunes, qui ont été actifs sur le plan international, notamment dans le mouvement des non-alignés, du tiers-mondisme. Et ça faisait respirer l'Afrique, ça faisait respirer ce continent-là qui était vraiment bien représenté à l'ONU. Et maintenant, vous avez malheureusement des chefs vieillissants, il faut dire ce qui est. Et justement, cette nouvelle génération, il faut qu'elle arrive au pouvoir, c'est une nécessité. Et comme Jean-Marie le dit, c'est un mouvement global. L'Afrique n'est pas n'est pas sur notre planète. Nous sommes sur une planète où la mondialisation s'étend davantage. Donc, l'Afrique doit participer dans ce mouvement-là. Un mot très rapidement, s'il vous plaît. La décision du président Macky Sall est, je crois, une très bonne décision, d'autant qu'il se l'applique d'abord à lui-même. Et Malik disait il y a quelques instants qu'il y a de moins en moins de jeunes chefs d'État en Afrique. Ce serait une bonne chose qu'il y ait des chefs d'État plus jeunes, comme au début des années de l'indépendance. Et puis l'alimentation des mandats s'opère aussi dans des pays développés. Donc ce n'est pas seulement propre à l'Afrique, c'est un système qui est mondialisé. Et ça va dans le bon sens. Merci de nous avoir marqué une courte pause d'un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite.